Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, chers membres du conseil d'administration et censeurs, chers commissaires aux comptes, je vous remercie de votre présence à notre Assemblée générale. Je déclare la séance ouverte. Nous allons procéder à la constitution du bureau que je préside en qualité de président du conseil d'administration de la société. Sont proposés à la désignation comme scrutateurs les 2 membres de l'Assemblée disposant du plus grand nombre de voix et qui auront déclaré accepter cette fonction. M. Craig Foreman, représentant au titre d'une procuration la société Lafayette Investment Holding, disposant de 9 90 909 voix, et M. Michael Dadoun, représentant Maclano Trust 66 73 279 Canada Inc. ainsi que D-Ling Inc. au titre d'un mandat et disposant de 3 996 311 voix. Le bureau est ainsi valablement constitué et décide de désigner comme secrétaire de la séance Vincent Valaise, avocat de la société. Je vous demande de prendre acte que la présente Assemblée générale peut valablement délibérer en qualité d'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, puisque la feuille de présence indique à cet instant la présence ou la représentation d'actionnaires représentant plus de 25% des actions ayant droit de vote. Plus précisément, 41,16%. Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire. Les commissaires aux comptes, à savoir les sociétés EY et Forvis Mazars, ont été régulièrement convoqués et sont présents. La présente Assemblée générale a été convoquée de manière conforme à la loi et les documents devant être mis à la disposition des actionnaires ou communiqués aux actionnaires sur leur demande l'ont été. Ils sont déposés sur le bureau ainsi que la feuille de présence et les documents constatant la régularité de la convocation et de la tenue de la présente Assemblée générale. Nous précisons également que, conformément à l'article L2210-38.1 du Code du commerce, un enregistrement audio sera effectué et que l'enregistrement sera consultable sur le site Internet de la société. Je vous précise que sont présentés dans un premier temps les chiffres clés et les grandes lignes des comptes sociaux et comptes consolidés 2023-2024. Les commissaires aux comptes qui sont présents seront invités à présenter leur rapport. Les actionnaires présents pourront ensuite poser des questions à la direction de Claranova. Nous vous présenterons les résolutions soumises à votre vote et après la confirmation du quorum définitif, nous procéderons au vote des résolutions. Je laisse maintenant le micro à Éric Garot, notre directeur général. Merci Marc. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici parmi nous. J'aurai l'opportunité, le plaisir de vous partager quelques chiffres clés sur la performance de Claranova. Ensuite, je passerai la parole à Xavier qui vous donnera un aperçu du bilan et nous reviendrons rapidement sur la performance au niveau du quart numéro 1. Donc, sans plus tarder, donc, l'ordre du jour, constitution du bureau, le quorum, les chiffres clés marquants, les résultats financiers, le chiffre d'affaires, comme on vous mentionnait. On vous fera une petite aperçu du nouveau plan stratégique One Claranova. Et ensuite, nous passerons au rapport commissaire aux comptes, questions et réponses et les résolutions. Donc, nous avons constaté le bureau, constatation du quorum. Voilà maintenant les chiffres clés. Donc, globalement, sur l'exercice fiscal 2024, un chiffre globalement stable, une augmentation des revenus récurrents, un ROC normalisé à 46 millions d'euros en progression de 41% par rapport à l'an dernier, une forte progression d'AvantQuest et une reprise de la croissance sur Planète Art. Si on regarde plus précisément sur quelques chiffres clés, c'est une croissance stable à taux de change constant, croissance organique à 1%. 95% de notre chiffre d'affaires est fait à l'étranger. 9,3% de marge opérationnelle, donc tout près comme on avait annoncé sur le ROC à 10%. Moins 12 millions de résultats nets et 37 millions de trésorerie disponibles. La progression du ROC, si on regarde ces différentes composantes depuis l'année fiscale 2023, une augmentation du ROC chez Planète Art de 4,3 millions, une augmentation de 10,4 millions chez AvantQuest, une régression de 1,3 de MyDevices et donc l'atterrissage, comme vous voyez, à 45,9 pour 2024.
Si on regarde plus spécifiquement maintenant la performance de chacune des divisions, on voit évidemment un chiffre d'affaires annuel à 365 millions, moins 4,7% à taux réel, moins 3% à périmètre et taux constant. Évidemment, lorsqu'on regarde le business sur Planet Art, précisément, on veut plutôt regarder sur qu'est-ce qu'on a en avant de nous, comment est-ce qu'on voit l'avenir. Donc, il y a eu plusieurs déploiements d'IA pour mieux répondre évidemment aux besoins de la clientèle et améliorer également les ventes croisées. Une amélioration aussi des retours sur les investissements marketing, donc ce qui explique entre autres évidemment un meilleur ROC. Si on regarde plus précisément au niveau du ROC, une croissance significative à 28% au niveau du ROC normalisé. Évidemment, je vous mentionnais cette efficacité accrue au niveau des investissements marketing, un retour à des coûts à niveau pré-app tracking par Apple, et comme on sait, ça a impacté le groupe de façon importante. Et nous avons évidemment optimisé notre structure de coûts, donc amélioration de notre production et de la logistique, amélioration des structures organisationnelles de façon globale et l'intégration de l'IA dans nos pratiques d'affaires. Sur AvanQuest, une hausse de 5% du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires annuel se situe à 122 millions d'euros. L'activité B2C SaaS mature sur nos 3 marques représente maintenant 91% du chiffre d'affaires annuel, donc une progression de 14%. Très bonne dynamique de croissance pour la sécurité et stable sur le PDF et une légère décroissance sur la photo suite à un ralliement de l'acquisition client et un repositionnement au niveau du produit. Et vous voyez ici, on vous partage maintenant cette split, excusez-moi l'anglicisme, ventilation, pardon, entre les différentes unités d'affaires, que ce soit la sécurité, le PDF et la photo. Sur le ROC, progression importante du ROC sur AvanQuest, 60%. Les utilitaires en croissance de 65%. Au niveau de l'activité PDF, Sauter, ROC stable. Un focus sur le développement de nouvelles fonctionnalités, l'intégration au niveau de l'IA. Donc vraiment, une amélioration expérience produit renouvelée qui, évidemment, aura comme principal objectif de travailler sur les taux de renouvellement et de la fidélisation de la clientèle. Sur la photo, EBITDA près de l'équilibre en nette progression comparativement à 2023. Donc, une bonne nouvelle de ce côté. Spécifiquement sur MyDevices, une croissance du chiffre d'affaires à 8%, qui représente maintenant 8,5 millions d'euros. RRR, donc les revenus récurrents annuels à 3,4 millions, stable. ROC normalisé négatif à 1,2 millions, essentiellement dû à une capitalisation de R&D qui ne s'est pas répétée sur 2024 versus 2023. Et donc, les équipes ont travaillé sur l'amélioration de la plateforme en 2024 pour intégrer des automatisations self-serve et également des capacités de reporting et de l'IA. Maintenant, je passerai la parole à Xavier qui fera le tour des résultats financiers. Merci Eric et bonjour à tous. Donc les résultats financiers à l'exercice full year 24, les éléments sont maintenant publiés, vous en avez connaissance, je vais principalement me focaliser sur les éléments importants de chaque composante de nos résultats et du bilan. Donc on indiquait le chiffre d'affaires, je ne reviens pas sur les composantes, le ROC courant ici, identifié qui est à 39 millions et donc on verra ensuite comment on passe du ROC courant à notre ROC normalisé qui lui est 46 millions d'euros. Des résultats nets financiers, j'y reviendrai tout à l'heure, également toujours négatifs, et je vous donnerai la composition, et un résultat net part du groupe qui reste au même niveau à moins 11 millions d'euros. Là, nous repartons donc de notre ROC normalisé, courant normalisé, donc qui est 46 millions. Vous voyez ici sa composition et son évolution sur l'exercice, donc significative, donc une amélioration globale de notre profitabilité. Vous retrouvez également ici 2 millions, enfin sur le point 2, 8 millions d'euros de frais non courants, donc c'est l'exceptionnel, hein, c'est des éléments qui ne se reconduiront pas. Vous retrouvez également donc les résultats financiers que j'évoquais tout à l'heure, donc principalement impactés et pour un montant de 23 millions d'euros négatifs de l'Océane. Donc nous avons, vous le savez, réaménagé l'Océane en cours
au cours de l'exercice, mais sa restructuration n'annule pas l'impact comptable dont vous avez maintenant connaissance, qui est la nécessité de comptabiliser au bilan le suramortissement de l'Océan. Donc ce sera pour la dernière année, mais nous avons dû intégrer, amortir l'ensemble de cette dette. Une perte de change dans cette composante financière, une perte de change de moins 2 millions d'euros. Donc nous étions à 6 millions l'année dernière. Donc je vous l'avais indiqué, nous continuons à travailler avec les équipes de façon à optimiser le change de façon uniquement pragmatique. Donc on n'a pas mis en place de dispositifs spécifiques de couverture. On a encore une année des effets de change qui nous sont défavorables, mais donc on a réussi à maîtriser cette composante et on va continuer, on y travaille actuellement. Et la charge d'intérêt mécanique de 7 millions d'euros que j'évoquais tout à l'heure, un résultat net donc de moins 12 millions d'euros. Alors part du groupe moins 11, pardon. Un détail plus précis sur la composante que j'évoquais concernant les 23 millions de l'Océan. Vous avez ici la composition précise. Donc il y a une partie d'amortissement résiduel, donc suramortissement que nous avons intégré, c'est 20 millions d'euros. La charge d'intérêt naturel et puis l'échange restant à étaler lié à l'opération depuis son origine. Donc vous constatez ici la perte de change que j'évoquais, les moins 6 de l'année dernière. Voilà, donc je ne vais pas me répéter. Un point particulier sur la charge d'intérêt sur l'exercice 2024, que vous avez ici détaillé, qui était de moins 7 millions. Et surtout un petit prévisionnel, bien évidemment une partie à taux de change, à taux variable, taux d'intérêt variable, mais globalement vous voyez qu'on aura une charge d'intérêt aujourd'hui sur la dette globale, qui est qu'on qualifie de dette shiny ici, de moins 11 millions de charge d'intérêt de moins 11 millions l'année prochaine, et sur l'exercice 25-26 qui sera de 15 millions en exercice plein. Au niveau de la trésorerie, donc une année également extrêmement profitable en matière de trésorerie, génération importante de trésorerie. La source, vous la voyez, c'est principalement l'évolution très significative de notre capacité d'autofinancement qui augmente de 12 millions d'euros. Donc la trésorerie se positionne à la fin de l'exercice à 37 millions d'euros. Et vous avez ici donc les évolutions, les impacts liés pour partie à l'exploitation, enfin une grande partie à l'exploitation, une très faible partie sur l'investissement, et ensuite le flux résiduel global de la position 3 liée au remboursement que nous avons réalisé. Donc c'est un exercice assez particulier. Vous voyez, on génère énormément de trésorerie, mais on a consacré une bonne part au désendettement et le remboursement de près de 50 millions, à la fois l'ORNAN qui s'est faite au début du mois de juillet de l'exercice précédent, et l'EuroPP au mois de juin, mai-juin, au moment de la restructuration de la dette. Donc un désendettement assez important sur ce volet-là, et donc utilisation de notre trésorerie, l'Océan ayant, elle, été refinancée, nous l'avons vu. Diminution d'endettement net, donc là on retrouve le détail de la structuration de notre dette bancaire, autres dettes financières. Donc aujourd'hui c'est essentiellement de la dette bancaire. Nous avons, vous retrouvez la trésorerie disponible sur l'exercice. Donc je vous l'indiquais, elle est passée de 67 à 37, mais consacrée en grande partie au désendettement. Et donc un endettement net qui baisse de 10 millions d'euros, qui s'établit à 102 millions au 30 juin de l'exercice. Au niveau du bilan, un élément donc important à signaler. Vous le savez, on a depuis plusieurs années des niveaux de capitaux propres. Je détaille pas tout, mais juste fait le point sur cet élément important. Donc nous avons cette année encore des capitaux propres négatifs. Nous avions moins 16 millions l'année dernière, 8 millions à la fin de l'exercice. Je vous rappelle qu'on avait avoisiné les 1 à mi-année, mais les impacts évoqués précédemment sur les résultats financiers dégradent à nouveau cette composante importante. On en reparlera parce qu'il y a aussi beaucoup de questions lors de nos échanges. C'est un élément qui, bien qu'on soit en consolidé, ne nécessite pas une reconstitution des capitaux propres, mais qui par contre est extrêmement analysé dans à la fois l'appréciation du risque de la structure, de la société, et donc extrêmement regardé qu'on a à travailler sur cette recomposition des capitaux propres. Un point important également sur la responsabilité sociale, environnementale et sociétale du groupe. Donc sachez que nous y travaillons activement. C'est une année de transition. On bascule l'année prochaine à la CSRD, donc un niveau supérieur en termes d'exigence réglementaire au niveau des régulateurs. Bon, nous sommes
prêt, j'ai presque envie de dire des fois un peu en avance, on y est extrêmement sensible, on a un comité RSE qui travaille activement. Voilà, donc on a fait de très belles avancées. On essaie bien évidemment, au-delà de répondre aux exigences réglementaires, également de se benchmarker. Hein. Donc vous voyez, petit à petit, on réalise de plus en plus de benchmarks et d'appréciation de notre évolution de profil extra-financier avec la note ESG Finance ou alors notre bilan carbone, où vous le voyez, nous sommes déjà à un niveau assez élevé. Mais on continue à y travailler, donc c'est un vrai engagement de tous pour être prêts dans la livraison de ce qui sera un nouveau rapport qu'on appelle la CSRD l'année prochaine, beaucoup plus complet. Et les équipes sont bien investies sur l'ensemble de la direction générale et même le board qui y travaille est extrêmement investi sur cette composante. Sur T1, donc premier trimestre que nous avons publié il y a quelques semaines maintenant, donc un chiffre d'affaires du premier trimestre qui est stable, on est à peu près à l'épure avec un niveau à zéro à taux constant. Les activités solides sur AvantQuest, qui est en progression de 3%, et sur Planetart, stable également sur cette composante-là. Le résultat n'intègre pas encore les effets du plan stratégique, hein, donc sachez que on démarre ce chantier, hein, on a beaucoup travaillé, même si on est sur ce plan depuis le mois de juin, mais les effets ne sont pas encore retranscrits dans ces chiffres, vous pouvez le comprendre. Et puis un ralentissement assez confirmé sur MyDevice également. Là, vous avez les évolutions, c'est important de voir les composantes hein, sur les différents effets, à la fois périmètre, change et autres. Le périmètre, il n'y a qu'un seul changement de périmètre, hein, c'est le changement de périmètre sur AvantQuest, dont on a cédé une partie des activités non-core. Voilà, donc ça, vous savez également qu'on va poursuivre nos efforts sur ce chantier-là. Et aujourd'hui, cette progression en fait à taux courant et donc à périmètre courant était en croissance organique. Sur MyDevice, donc vous savez également donc nous avons annoncé la volonté de céder notre participation dans MyDevice, hein, qui représente 58%, et nous avons mandaté début du mois de novembre une banque d'affaires, Canaccord Genuity, pour mener à bien ce process. Donc on y travaille, j'anticipe un peu vos questions, mais il n'y a pas d'éléments qui justifient aujourd'hui qu'on fasse une quelconque annonce, mais on n'a pas de visibilité. L'idée c'est qu'on aille quand même assez vite sur ce désengagement. Planetart, j'ai passé très vite, mais c'est globalement on continue une confirmation des retours sur investissement marketing, c'est essentiel. Vous le savez, on travaille énormément à la reconstitution de la rentabilité. Aujourd'hui, Eric l'évoquait sur l'année dernière, mais c'est également confirmé sur ce trimestre et on continue. Et on va attendre avec impatience les résultats du semestre, mais c'est une dynamique qui est confirmée, c'est notre capacité à faire de l'acquisition de clientèle à de bons coûts. Et je passe la parole sur le plan stratégique à Eric. Merci Xavier. Donc, écoutez, c'est un peu maintenant aussi pour moi le moment de partager avec vous ce qu'on a déjà fait, mais de revenir sur les éléments clés, sur comment est-ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on se tourne vers l'avenir chez Claranova. Je pense que c'est important. Évidemment, la dernière année a été marquée, dira-t-on, par plusieurs changements, gouvernance renouvelée, nouvelle direction. J'ose aussi quand même percevoir et ressentir ce qui nous plaît bien, une harmonie, disons, ici même aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir bâtir en maintenant, aujourd'hui, ce One Claranova tous ensemble. Et donc, je me permettrai de vous partager les grands éléments de ce plan stratégique et comment est-ce qu'on voit l'avenir sur les 3 prochaines années. Donc, évidemment, cette nouvelle ère, cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle direction, mais essentiellement bien ancrée sur 3 piliers clés pour une croissance rentable. Donc, ce changement de direction, ce changement de vision, c'est maintenant une transformation du groupe. Ce n'est plus que d'être une holding de participation, cette ère est terminée, mais plutôt de voir le business maintenant comme un groupe pleinement ou beaucoup plus intégré, d'envergure internationale, focusé sur l'opérationnel, sur cette excellence opérationnelle que chacun des opérateurs dans chacune des business de Planetart et d'AvantQuest ont su mettre de l'avant pour pousser cette croissance. C'est évidemment capitaliser sur l'IA, capitaliser sur la data. L'IA sans la data, c'est bien difficile et la data, si on veut bien l'exploiter aujourd'hui, on a des outils, dont l'IA, qui nous permettent
de mieux réfléchir sur notre développement produit, sur ses feuilles de route, mais également sur le service client, sur l'amélioration de nos marges. Mais c'est évidemment aussi penser à des synergies. C'est de regarder le business, de regarder un business de la taille de Claranova, de 500 millions d'euros, de mettre à profit ces synergies-là, cette taille-là, pour aller chercher de meilleures ententes avec nos fournisseurs, de pouvoir négocier de meilleures structures de coûts, entre autres, mais c'est aussi également de regarder de quelle façon on peut faire cette croissance-là ensemble et d'exploiter, en fait, ce catalogue de produits et cette quantité impressionnante d'utilisateurs et de clients que nous avons. Donc, One Claranova, c'est notre nouvelle stratégie pour une meilleure performance financière. Nos ambitions financières, on a partagé avec vous la guidance, comment est-ce qu'on voit un peu cet atterrissage à la fin de l'année 2027. Donc, laissez-moi vous rappeler les chiffres clés. On voit un chiffre d'affaires qui se situera entre 575 et 625 millions d'euros. Ça représente une croissance annuelle moyenne qu'on chiffre entre 5 et 8 % à taux constant et à périmètre constant. Donc, c'est évidemment important de le mentionner. Ce qui est hyper important, on parle de croissance rentable, mais on parle évidemment de prendre des décisions dans lesquelles on peut bien mesurer cette performance-là, parce que la rentabilité est au cœur de notre discours. Elle est au cœur de notre façon de travailler avec les équipes, parce que vous verrez également sur le troisième guidance comment est-ce qu'on voit en fait l'évolution de la dette et de notre performance financière. Et pour y arriver, évidemment, la profitabilité est un élément clé. Donc, lorsqu'on regarde notre ROC normalisé, on le prévoit entre 13 à 15 % en 2027. Sur l'endettement, notre objectif est de réduire notre ratio net d'endettement, un ratio qui est passé de 3,4 en 2023, qui est à 2,2 à la fin de l'année fiscale 2024 et qu'on anticipe à moins de 1 en 2027. Donc, tout ça veut dire quoi? C'est évidemment une maîtrise de la dette, c'est de renforcer notre bilan, c'est d'utiliser nos cash flows, évidemment, pour réduire cette dette-là. On a plusieurs idées, plusieurs options devant nous. Et ultimement, réduire le coût de la dette. J'avais déjà des échanges un peu avec certains d'entre vous. On en a eu auparavant. Évidemment, on est bien content d'avoir réussi à refinancer cette dette-là et de se donner, évidemment, la capacité de regarder un peu plus à long terme. Mais bon, bien qu'évidemment, on travaille en partenariat avec nos amis de Cheney Capital, ça reste une dette. Emmanuel, je pense que tu le sais, mais ça reste une dette qui est chère. Mais considérant la situation de Claranova, c'était la situation sur laquelle nous étions. Donc, on travaillera évidemment dans ce sens-là. On ne peut pas passer sous silence, évidemment, récemment des nouvelles qu'on a partagées avec le marché et avec vous, conséquemment. Cette mise en œuvre du plan One Claranova par l'acquisition de la SCEP le 8 novembre, donc il y a un peu moins d'un mois. Un prix d'acquisition qui s'est fait à 18,5 millions d'euros. Ça représente en fait un discount de 40 % versus l'accord initial de 2022 qui prévoyait le rachat par étape des minoritaires. C'est un paiement qui est échelonné et c'est une opération qui a été financée par Cheney Capital. Donc, on a mis ici dans l'information, si vous regardez, où maintenant la SCEP se situe dans l'organigramme du groupe. Évidemment, ça veut dire un financement, ça veut dire une modification de cette dette avec l'intégration maintenant du 20 millions d'euros. Donc, on voit si on intègre cette dette-là dans notre planification sur 2024, la dette totale du groupe serait passée ou passerait de 139 à 159 millions. L'intégration de la dette fera qu'en 2027, la dette totale sera à 137 millions. Ce qui est important de dire, c'est que à la fin de l'année fiscale 2027, ce qui nous restera, ce sera évidemment une partie de la dette de Sarl LB et celle de Cheney Capital. Tous les autres dettes du groupe auront été remboursées. Et évidemment, en parallèle, c'est que tout ça nous permettra de travailler sur la réduction du coût de la dette de façon globale. Pour vous donner une perspective et pourquoi on parle de complément, évidemment, on essaie toujours d'être à l'écoute, d'avoir un peu la rétroaction
de l'audience. Et je pense que c'est important de donner une perspective sur voir comment se décompose l'utilisation des cash flows de l'organisation et quels sont les différents impacts qui nous permettent, en fait, d'évaluer la performance à terme sur 2027. Donc, lorsqu'on regarde les intérêts payés, dont, entre autres, le pic sur la dette, on voit entre Cheney, KT, la SARL-LB et les autres qu'il y aura 51 millions d'euros d'intérêts payés sur la période, 47 millions d'intérêts payés à Cheney, et nous, dans nos projections, commencerons à payer le PIC à partir de l'année fiscale 2026, ce qui veut dire pour nous, évidemment, au lieu de capitaliser ça en fin de dette, ce qui fait un peu un effet là, de charge sur le bilan, comme on a vu auparavant, bien évidemment, non seulement on évite cette charge-là au bilan, mais aussi ça nous permet en fait de sauver quelques points au niveau de l'intérêt. Donc, lorsqu'on regarde les différents éléments de remboursement, il y aura 33 millions d'euros qui seront remboursés sur la période, 14 millions pour KT et 11 millions pour le pool bancaire SARL-LB. Pour vous donner une perspective sur comment les cash flows et les flux de trésorerie, c'est beaucoup plus beau en français, les flux de trésorerie, mais bon, c'est bon, cash flow, ça me parle aussi également, je présume à vous également, mais si on regarde cette décomposition du chiffre à horizon 2027, 30% en fait des flux de trésorerie seront alloués au paiement des intérêts, 29%, selon aujourd'hui les calculs, seront alloués au paiement d'impôts. Je vous entends déjà dire, oui, mais on fait quoi des pertes cumulées fiscales? On y reviendra. 19%, évidemment, remboursement de la dette sur le nominal et 11% sur soit les CAPEX et les autres, donc entre autres des taux d'impact, de change, etc. Lorsqu'on regarde globalement, on a parlé quelles étaient nos différentes initiatives, en fait, pour améliorer notre performance bilancielle. Lorsque on vous parle d'éléments très clairs sur refinancer ou retravailler cette dette pour diminuer le coût, bien évidemment, lorsqu'on voit qu'il y a 30% de l'utilisation des flux de trésorerie qui est alloué au paiement de la dette, c'est un poids quand même conséquent sur la trésorerie du groupe. Et donc, on y travaillera, comme on mentionnait. Et de l'autre côté, évidemment, le travail est déjà amorcé avec les équipes en place, avec toutes nos filiales. C'est de revoir un peu notre optimisation de cette assiette fiscale et de l'utilisation, en fait, des pertes reportées à l'intérieur du groupe. C'est ce qui nous permettra, évidemment, d'améliorer la performance bilancielle, mais ça nous permettra, évidemment, de dégager plus de cash et, au final, de bien nourrir ce cercle vertueux-là qui nous permettra de continuer à mieux performer et de dégager l'endettement global du groupe. Merci Éric, merci Xavier. J'aimerais inviter les commissaires aux comptes à présenter une synthèse de leur rapport. Messieurs. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter les rapports collégialement entre EY et Mazars. Je vais commencer par le rapport sur les comptes consolidés. Donc il y a un rapport de certification simple avec, comme vous le savez, des points clés de l'audit qui sont traditionnellement sur l'évaluation des écarts d'acquisition, tels que décrits dans la note 16 des états financiers, et puis par ailleurs sur l'évaluation des impôts différés, tels que décrits dans la note 14. Pas d'autres commentaires sur ce rapport, qui est un rapport, encore une fois, de certification simple. Sur le rapport des comptes annuels, je vais passer la parole à Bruno. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Donc sur le rapport sur les comptes annuels, c'est également une certification pure et simple, pas d'observation particulière. Quelques éléments de détail donnés sur la justification de nos appréciations sur les points les plus importants de l'audit des comptes individuels de votre société. Il s'agit ici de l'évaluation des titres de participation, des comptes courants et des créances rattachées. Et dans les parties, donc sur nos autres vérifications et sur les vérifications dites spécifiques, sur les documents qui ont été portés à votre attention, pas d'observation particulière. Sur notre rapport spécial, donc sur les conventions réglementées, nous avons rendu compte de l'absence de nouvelles conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice. Nous avons également rendu compte d'une nouvelle convention qui a été conclue après la clôture, donc au mois d'octobre. Il s'agit de la convention du contrat de mandat du directeur général de votre société, donc les caractéristiques essentielles
de ce contrat sont décrites dans notre rapport. Il y a également dans ce rapport normé une partie sur les conventions anciennes précédemment approuvées par l'Assemblée qui ont trouvé à se poursuivre au cours de l'exercice. Donc vous avez le contrat de travail de M. Cesarini, donc les impacts financiers vous sont rappelés dans notre rapport. Et puis vous avez également une convention de prestation avec la société VCR Conseil qui a trouvé à s'exécuter sur les premiers mois uniquement de l'exercice. Si ça vous convient, on va également grouper avec nos rapports sur les résolutions d'assemblée extraordinaire qui arrivent juste après. Donc nous avions émis 4 rapports donc pour chaque résolution, donc résolution 19, 20, 21, 22, résolution 19 relative à la réduction de capital, donc pas d'observation particulière dans ce rapport. Résolution numéro 20 sur l'émission d'actions gratuites, même chose, pas d'observation sur ce rapport. Le rapport numéro 21, résolution numéro 21, sur l'émission d'actions de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription. Alors, qui intègre une observation, je dirais, technique sur la justification dans le rapport du président, sur le rapport du conseil d'administration, sur les éléments de détermination du prix. Et le rapport 22, qui est le projet d'émission d'actions de valeurs mobilières à destination des salariés, qui est également un rapport sans observation. Voilà, concernant l'ensemble de nos rapports qui sont de toute façon disponibles et intégrés dans le document de référence. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant répondre aux questions des actionnaires. Pour information, nous avons reçu 11 questions écrites de la part de Pierre Cesarini. Nos réponses ont été publiées sur le site internet de Claranova dans la rubrique Assemblée générale, conformément à l'article L225-108, alinéa 4 du Code du commerce. Je vous propose de prendre une demi-heure pour échanger, si vous le voulez bien. Et nous allons commencer par une première question de la salle, s'il y en a. Oh, merci de vous. Une question rapide. Merci de vous lancer. Bonjour, Bob Vinarnik, actionnaire. Une question rapide. Quel serait approximativement le coût demandé par la banque qui a été mandatée pour la vente de MyDevice et quel serait corrélativement le montant espéré pour les 58% si MyDevice trouvait preneur, bien évidemment? Donc, écoutez, c'est une excellente question. Aujourd'hui, je vais répondre à la question en plusieurs étapes. Donc, il y a une entente commerciale qui a été signée entre Canaccord Genuity et le groupe, effectivement, pour le travail. Elle est essentiellement basée sur 2 choses très traditionnelles lorsqu'on dit market standard, si vous voulez, proprement dit. Il y a un prix minimum pour le boulot à faire, et ce, peu importe la valeur de la transaction, parce que ce sont les équipes de Canaccord, évidemment en collaboration avec les équipes de Claranova, qui sont engagées sur, la production d'un modèle d'affaires, parce que, bon, évidemment, on vend un actif, donc on bâtit ce modèle d'affaires-là, et également la documentation relative, donc ce qui veut dire un SIM, donc un Investment Memorandum, pour pouvoir marketer, si vous voulez, l'asset. La deuxième partie de ça, elle est reliée en pourcentage, success fees en fonction de la valo qui sera obtenue à ce moment-là en termes de sortie. Et puis voilà, donc c'est un peu comme ça que l'entente est bâtie. Je ne vais pas nécessairement commenter parce que aujourd'hui, on est vraiment dans le early stage, si vous me permettez, de cette démarche-là et de ce processus-là. On a, pas plus tard que ce matin, un modèle financier qui tient la route. On a de la documentation dans laquelle on est prêt ou à peu près à avoir des discussions avec des acquéreurs potentiels. On a également eu des discussions à l'intérieur du conseil d'administration de MyDevices. Donc aujourd'hui, je n'irai pas plus loin que ça. Je ne connais pas la valeur et je ne vais pas spéculer sur la valeur potentielle. Comme n'importe quelle société qui est vouée à vouloir se départir d'un actif, on essaiera évidemment de vendre cet actif-là au plus offrant.
bonjour. J'avais une question. Les années précédentes... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah oui, pardon. Je suis Monsieur Dehézel, actionnaire de la société. Les années précédentes, vous avez acheté, enfin c'était chez Cédrini, plusieurs filiales, enfin plusieurs sociétés, notamment Café Presse, ICMI, qui vendent leurs produits dans certains pays, notamment États-Unis et Grande-Bretagne. À côté de ça, vous avez historiquement d'autres applis qui vendent dans d'autres pays, France, pays d'Europe. Pourquoi ne pas élargir tous vos produits à l'ensemble des pays dans lesquels vous faites déjà des livraisons et des affaires, en réalité? Est-ce que c'est une stratégie ou c'est pas l'ordre du jour? Merci, très bonne question. Ça fait partie, effectivement, lorsqu'on regarde les synergies, lorsqu'on regarde l'expertise à l'intérieur du groupe. Par exemple, sur AvantQuest, évidemment, on vend dans pratiquement dans plus de 160 pays. Et si on rajoute les territoires, on frôle les 200 pays et territoires. Donc, il existe cette expertise-là qu'on veut évidemment mettre de l'avant à l'intérieur du groupe. Ceci dit, un business comme Planet Art, des business comme ICME ou par exemple Café Presse ou Personal Creation, il y a une dimension également de logistique qui n'existe pas dans le soft. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, dans certains cas, nous n'avons pas jusqu'à maintenant pénétré des marchés. Donc, c'est une partie de la réponse. Par contre, évidemment, lorsqu'on regarde une croissance rentable, ça fait partie des axes de croissance que le groupe se donne et regarde pour le futur, de pouvoir soit prendre des produits qui sont distribués, qui existent dans certains pays, et d'étendre ces zones géographiques-là. Dans certains cas, c'est de développer l'offre sur d'autres canaux, par exemple. Donc, ça fera partie des vecteurs de croissance au niveau de Planet Art, toujours en gardant en tête l'aspect logistique qui, dans certains cas, fait en sorte que le modèle économique n'est pas vraiment souhaitable pour une expansion dans certaines régions. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Monsieur Claveau, actionnaire. Comment expliquez-vous la forte augmentation? Est-ce que je peux vous demander pour que tout le monde en bénéficie de vous présenter? Je me suis présenté, monsieur. Monsieur Claveau, actionnaire. D'accord, merci. Comment expliquez-vous la forte augmentation de la rémunération des membres du conseil d'administration cette année par rapport aux années précédentes? Est-ce qu'on peut avoir quelques mots là-dessus? Bien sûr. Je vais répondre puisqu'on a documenté cette évolution au niveau du comité des rémunérations et au niveau aujourd'hui vous en avez connaissance au niveau de l'URD. Donc en fait on s'est basé là-dessus sur des études, un benchmark, 2 benchmarks en réalité que nous avons réalisés. On a parlé de l'étude Grand Ferry, on a des référentiels. Nous n'avions pas augmenté depuis 3 ans cette enveloppe. Nous avons également un board aujourd'hui qui est extrêmement mobilisé. Vous avez l'information dans le rapport, hein, plus de 21 boards, plus de vingtaine de REMCO, etc. Donc ne parlons pas de la partie RSE qui aujourd'hui nécessite pour le comité qui la compose des quasi-réunions hebdomadaires, mensuelles à minima avec les board members. Nous y passons un peu plus de temps. Voilà, donc tous ces éléments font qu'il y a une très forte mobilisation du board. On est dans l'épure de ce qui se pratique dans le marché. On n'avait pas évolué depuis longtemps. Voilà, et donc on a souhaité cette évolution. Si je peux me permettre également, ce qui est important, on a parlé de gouvernance renouvelée, évidemment. Ce qui est important pour nous aussi comme équipe de direction, et je pense pour vous comme actionnaire, c'est d'avoir des board members qui ont aussi des perspectives différentes, qui viennent d'industries ou de zones géographiques différentes, ce qui nous permet évidemment en interne d'avoir des meilleurs échanges, des échanges qui nous permettent d'incorporer différentes perspectives. Donc évidemment aussi au niveau de la rémunération de ces board members-là, lorsqu'on a des gens qui viennent
de différentes zones géographiques. Il faut incorporer cette notion-là lorsqu'on va s'adjuger des talents, que ce soit au niveau du board ou même dans certains cas, évidemment, des exécutifs ou des gens à l'intérieur de la société pour refléter un peu globalement cette réalité-là des différents marchés. Et c'est ce qui est, entre autres, est ressorti à travers les études et les comparables qu'on a fait pour déterminer la rémunération des board members. Avons-nous une autre question dans la salle? Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la présentation des résolutions. Xavier, veux-tu présenter un résumé? Donc, présentation des résolutions. Voilà, donc, compte tenu de la présentation qui vous est faite, je vous demande de bien vouloir nous dispenser de la lecture intégrale des résolutions. Vous en avez pris connaissance et c'est extrêmement long, donc on a fait un petit résumé, je vais les commenter si nécessaire. Donc, les résolutions 1, 2 et 3 sur lesquelles nous vous interrogerons traitent d'approbation des comptes annuels et sociaux et consolidés pour l'exercice clos au 30 juin 2024, ainsi que de l'affectation du résultat. Donc, pour information, concernant les comptes sociaux, ont un bénéfice net comptable de 115 294 166. S'agissant des comptes consolidés, une perte nette comptable de 11 854. Et la proposition qui a été faite, c'est une affectation de ce résultat en totalité au poste report à nouveau, qui sera ainsi porté à un solde négatif de 3 576. La résolution suivante qui vous est proposée d'approuver concerne les conventions et engagements dits réglementés. Nous en avons parlé tout à l'heure. Donc elles sont présentées dans le chapitre 3 de l'URD. Et en fait, il n'y en a que deux qui étaient existantes sur l'exercice 2024, celle de Pierre Cesarini et celle de VCR Conseil, et on anticipait sur la partie foliaire, l'année 25, il n'y a qu'une nouvelle convention qui est le mandat d'Éric. S'agissant de la résolution numéro 5, il vous est proposé de renouveler le mandat de Madame Christine Edoui en qualité d'administratrice. Son mandat est arrivant à échéance fin juin. Et bien que vous la connaissiez, je vous propose qu'elle puisse dire quelques mots pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais je pense que vous la connaissez déjà. Je crois qu'il y a un téléphone de moi. Bonjour à tous. Vous me connaissez pour certains, puisque ça fait 4 ans maintenant que je suis membre du conseil d'administration. Alors, pour aller un peu plus en détail pour ces 4 années, je suis présidente du comité d'audit et par ma formation d'expert comptable et de commissaire aux comptes, c'est vrai que je suis plus en contact avec la direction financière, nos commissaires aux comptes. Mais bien entendu, en étant administratrice du groupe, l'intérêt de la société, ses actionnaires, me tient à cœur. Et ce que je voudrais préciser, c'est que la vie chez Claranova n'a pas forcément été un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, il y a une unité, une stratégie à laquelle je serais très heureuse de participer par un renouvellement. Voilà. Merci Christine. Résolution 6 qui vous est proposée concerne la nomination de monsieur Emmanuel Mouchou, qui est ici présent et qui, en qualité de représentant de Shiny Capital, en qualité de censeur. Donc je vous propose également qu'Emmanuel puisse se présenter à vous. Donc merci Emmanuel. Bonjour à tous, merci Xavier. Écoutez, je suis ravi et très honoré d'être nommé au board de Claranova en tant que représentant du fonds d'investissement Shiny Capital. Moi, j'ai une quinzaine d'années d'expérience au sein d'institutions financières, grandes banques d'investissement, en fusion-acquisition et au sein de fonds d'investissement américains. Pour ceux qui ne connaissent pas Shiny Capital, Shiny est un fonds anglo-saxon qui a vocation à soutenir et aider à se développer des entreprises innovantes et ambitieuses comme Claranova. On a un vrai objectif, on ne se voit pas uniquement comme des banquiers, mais on a un vrai objectif de collaboration
avec l'équipe de management, notamment Eric et Xavier, avec qui j'ai le plaisir d'avoir de nombreuses interactions. Et on a été profondément et impressionnés par leur expertise et leur vision. Et je suis convaincu que ce partenariat permettra d'amener Clara Nova à écrire un nouveau chapitre très prometteur. Merci. Merci Emmanuel. Donc résolution 7. Il vous est proposé d'approuver les informations sur la rémunération des mandataires sociaux requises par le paragraphe 1 de l'article L2210-9 du Code de commerce pour l'exercice 2023-2024. Ces informations sont présentées dans le rapport sur la gouvernance d'entreprise de la société, inclus dans le chapitre 3 de l'URD. Résolutions, nous avons regroupé ici les résolutions 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il vous est proposé, donc qui sont toutes relatives aux rémunérations passées. Il vous est proposé d'approuver les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024 ou attribués au titre du dit exercice au président du Conseil Pierre Cesarini, au président du Conseil Marc Goldberg, au président du Conseil Francis Meston sur les durées, au prorata des durées concernées, au directeur général délégué Xavier Rojo, au directeur général Pierre Cesarini et au directeur général Éric Garot. Ces éléments sont présentés dans le rapport sur la gouvernance d'entreprise de la société, inclus dans le chapitre 3 de l'URD. S'agissant des résolutions 14, 15, 16 et 17 qui concernent les rémunérations futures, donc pour l'exercice en cours, il est proposé à l'Assemblée générale d'approuver la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants de la société pour l'exercice 24-25, à savoir le directeur général, le président du conseil, ainsi que des mandataires sociaux non dirigeants, et de fixer une nouvelle enveloppe de rémunération annuelle des administrateurs. Ces éléments sont également présents dans le chapitre 3 de l'URD. La résolution 18. Il vous est proposé d'autoriser le conseil d'administration à mettre en place un programme de rachat d'actions. Cette autorisation aurait pour but de renouveler la précédente autorisation qui vient à expiration le 29 mai. Cette résolution est à lier en parallèle de la 19e résolution. Donc de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, cette fois, la résolution numéro 19. Donc cette résolution est à lire en parallèle de la 18e résolution et a pour but d'autoriser le conseil d'administration à annuler par voie de réduction de capital les actions acquises dans le cadre du programme de rachat de titres de la société. Cette autorisation aurait pour but de renouveler la précédente autorisation accordée par l'Assemblée générale qui vient à expiration le 29 mai 2025. Résolution 20, il vous est proposé de donner autorisation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions de performance au bénéfice des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société et des sociétés françaises et étrangères qui lui sont liées au sens de l'article L225-197-2 du Code du commerce ou de certaines catégories emportant renonciation des actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription. Et nous avons prévu qu'Éric nous en parle. Merci Xavier. Écoutez, je tenais à partager avec vous et adresser déjà le point sur la résolution 20 et sur la résolution 21. Je vais commencer en vous disant merci. Pourquoi merci? Parce que plusieurs d'entre vous avaient en fait partagé avec nous, avec la direction, vos impressions, vos inquiétudes, votre perspective sur une résolution comme la résolution qui vous est proposée aujourd'hui. Ce qui est important pour nous aussi, c'est de faire preuve d'écoute. C'est, je pense, la meilleure façon de dévoiler un peu la stratégie et d'améliorer cette stratégie-là, c'est d'avoir un sens de l'écoute. Ce n'est pas de le faire et de la regarder en vase clos. Ceci dit, évidemment, ces décisions-là, au final, reviennent à l'organisation, mais je pense que lorsqu'on travaille en transparence,
pour bâtir le futur d'une organisation, il faut le faire justement avec plusieurs éléments en tête qui nous permettent d'arriver à de meilleures solutions. Et au final, on vous a entendu, donc c'est pour ça, entre autres, qu'on a corrigé et modifié cette résolution-là. Et ça nous, aujourd'hui, inscrit dans la nouvelle ère, cette nouvelle Claranova-là. Donc je tenais à mentionner ça également sur ce point-là. Et peut-être au lieu de faire un aller-retour, je présenterai la 21e et à ce moment-là, Xavier, je reviendrai vers toi. Force est d'admettre également que souvent, je pense comme individu, mais également comme société, il est important d'apprendre de nos erreurs du passé, de faire preuve également d'humilité lorsqu'on se trompe. Pour moi, ça fait partie des grands apprentissages de la vie, que ça me touche personnellement ou pas. Et c'est important d'aligner mes intérêts personnels avec les vôtres. La résolution 21 aujourd'hui vous propose en fait de donner, d'approuver la délégation de compétences au conseil d'administration pour pouvoir procéder à une augmentation de capital par une émission d'actions, donnant accès à des titres et à d'autres capitales, donnant droit à l'attribution de titres ou de créances de valeur mobilière et donnant accès à des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes. La catégorie de personnes ici, elle est assez étroite. C'est moi-même. Donc, je l'ai mentionné à quelques fois et je ne me défilerai pas. C'est évidemment important quand je vous parle d'aligner mes intérêts avec les vôtres. J'ai eu par le passé, on m'a attribué depuis 2021 des options chez AvantQuest et pour moi, il était important de ne pas me retrouver dans une situation où il serait préférable de réfléchir à une cession d'AvantQuest ou des actifs sous-jacents, mais plutôt de travailler dans la perspective qu'on a tous ici de création de valeur pour Claranova. Donc, cette réseau-là permettra au conseil d'administration de convertir ce plan-là et à ce moment-là de m'attribuer des actions de Claranova pour qu'on soit tous ensemble dans le même bateau à bâtir le futur. Donc, c'est sur ce pourquoi je voulais intervenir et vous donner cette précision-là sur la résolution ou les résolutions 20 et 21. Merci. Merci Eric. Donc, je vous propose de présenter la résolution toujours extraordinaire 22. Donc, la société a l'obligation légale de proposer à l'Assemblée générale une résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise lorsqu'il est proposé d'autres résolutions pouvant entraîner une augmentation de capital. Concernant la résolution 23, il vous est proposé de modifier l'article 18 des statuts de la société à l'effet de limiter à 4 années la durée des fonctions des censeurs pour l'aligner sur la durée du mandat des administrateurs. Donc l'un était à 6 ans, l'autre à 4 ans, et donc nous alignons les deux mandats sur 4 ans. La résolution numéro 24, il vous est proposé de modifier l'article 15 des statuts de la société à l'effet de permettre l'arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et l'établissement du rapport de gestion par tout moyen de télécommunication et télétransmission, comme le permet l'article L225-37 depuis le 14 septembre 2024, en conséquence de la loi 2024-537 du 13 juin 2024 sur l'attractivité de la France. Donc nous réunissions jusqu'à maintenant en réunion physique pour réaliser l'arrêté des comptes du conseil d'administration et donc l'évolution de la loi nous permettra de le faire par visio comme d'autres bornes. Donc nous revenons sur des résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire. La résolution numéro 25, il vous est proposé de constater l'expiration du mandat de Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes, titulaire dans la nomination et la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes BDO Paris pour une durée de 6 exercices. Je mélange les pinceaux avec les administrateurs. Et je vous propose donc que Éric Picard, qui est l'associé de BDO ici présent, qui sera en charge de notre commissariat, puisse se présenter également à vous. Merci Éric. Bonjour à tous, merci. Excusez ma voix qui est un petit peu cassée, c'est lié à la météo. Je suis donc Éric Picard, effectivement commissaire aux comptes. Je représente le cabinet BDO, que vous connaissez peut-être, qui est le 5e cabinet d'audit dans le monde, et qui travaille évidemment naturellement en France et puis partout où Claranova a des activités.
Notre nom a été retenu à l'issue d'un processus d'appel d'offres qui a nécessité les travaux donc de votre direction financière et de votre comité d'audit. Et on sera naturellement très honoré de devenir votre prochain commissaire aux comptes et de succéder à notre confrère d'Ernst & Young et de se joindre au collège de Forvis-Mazars. Merci beaucoup. Merci Eric. Et au cas où nous le louperions à la fin, je m'en excuse. Donc je tenais quand même à remercier Jean-Christophe Pernet pour toutes ces années passées ensemble. Voilà. Christine l'évoquait, c'est pas un long fleuve tranquille, toujours. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. D'ailleurs, Christophe a toujours été dans le bateau. Donc merci en tout cas pour cet accompagnement. Et voilà, donc ça, on ne l'oubliera pas. Et encore merci. Résolution numéro 26. Donc il vous est proposé de constater l'expiration et le non-renouvellement du mandat des commissaires aux comptes suppléants. Alors, ça figurait toujours dans nos tablettes et ce n'est plus d'exécution, donc nous faisons simplement cette annulation. Et dernier point, 27e résolution, pouvoir pour les formalités. Voilà, donc l'ensemble des résolutions qui vous seront présentées. Et finalement, je garde la parole, Marc, si tu es d'accord. Donc je vous propose désormais de passer au vote. Et avant que nous procédions, je vous donne le quorum définitif qui est de 41,17%. Pardon, monsieur, je vous en prie. Bonjour messieurs. Il me semble qu'à l'Assemblée générale de l'année dernière, la rémunération de M. Cesarini avait été rejetée. Alors, mesdames et messieurs les actionnaires, vous ayez une nouvelle résolution cette année qui fait encore mention de sa rémunération. Oui. Qu'on va adresser, bien évidemment. Donc vous avez tout à fait raison. Donc le principe de rémunération des administrateurs, mais également des dirigeants exécutifs de la société, et s'intègre dans ce qu'on appelle le say on pay, d'accord, et donc doit faire l'objet d'une approbation ex ante. Donc on se prononce une année antérieure sur l'exercice à venir, et une approbation ex post. Et donc vous avez tout à fait raison. Les rémunérations de Pierre Cesarini l'année dernière, à la dernière assemblée générale du 29 novembre 2023, donc en présentation ex post, ont été rejetées. Ce que prévoit la loi, c'est que il n'y a pas absence de rémunération, mais que la rémunération de l'exercice antérieur ou la dernière rémunération accordée ou acceptée par l'Assemblée générale soit d'application. Et donc nous avons continué donc à rémunérer Pierre Cesarini jusqu'au terme de son mandat. Donc cela ne concerne sur l'exercice que les rémunérations fixes, puisque les rémunérations variables n'avaient pas été acceptées à ex ante. Donc sur les rémunérations fixes, il convient également en ex post de les confirmer. Elles sont au niveau de la dernière approbation réalisée par l'Assemblée générale. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair, monsieur ? Est-ce que je peux compléter, si vous le souhaitez ? Plus ou moins clair. Donc on vous présente. C'est le même sujet, vous voulez compléter ou ? Ce qui se passait si elles n'étaient pas votées cette fois-ci. Non, mais donc petit 1, on suit la loi et donc on le représente. Et après, chacun des actionnaires se votera en son âme et conscience. Si vous avez voté non la dernière fois, vous revotez non cette fois-là. Et c'est ça ? Vous pouvez revoter sur la rémunération, mais cette rémunération, de toute façon, est celle n'a pas augmenté. Donc celle qui a été proposée, qui a été refusée, n'a pas été d'application. D'accord ? La nouvelle rémunération n'a pas été d'application. Nous avons appliqué la dernière rémunération appliquée sur la période antérieure. Et donc simplement là, on la revote, mais sans que ça, je suis désolé de le dire, mais sans que ça ne change quoi que ce soit. Mais pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que c'est là ? Parce que la loi nous demande de le faire. Donc, on va passer à la présentation du dispositif. Donc, le vote se fera sur des boîtiers. Il sera précédé par une courte vidéo d'information sur le procédé. Ces votes seront comptabilisés résolution par résolution et rajoutés à ceux reçus par correspondance. Je vous rappelle que les résolutions à titre ordinaire sont adoptées à la majorité
des voix présentes et représentées et que les résolutions à adopter à titre extraordinaire le seront à une majorité des 2/3. Je vous propose maintenant de procéder à un vote des résolutions et de commencer par un vote test. Donc, petite présentation avant le vote test. Alors, pardon. Mesdames et messieurs les actionnaires, le boîtier qui vous a été remis à l'issue de l'émargement est strictement personnel. Le nombre de voix que vous détenez et ou représentez est chargé dans le boîtier et affiché sur son écran. Vous n'aurez à utiliser que les touches vertes, jaune et rouge. La touche verte correspond à un vote pour. La touche jaune correspond à un vote abstention. La touche rouge correspond à un vote contre. Après la lecture de chacune des résolutions, il sera immédiatement procédé à son vote et il sera déclaré « Le vote est ouvert ». À cet instant, vous apercevrez sur l'écran un rectangle vous indiquant le compte à rebours des secondes dont vous disposez pour voter. Lorsque le compte à rebours sera achevé, il sera déclaré « Le scrutin est clos » et il ne vous sera alors plus possible de voter. L'affichage des résultats s'effectuera sur l'écran de projection quelques instants après la clôture du scrutin. Dernière précision, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pendant la durée du vote et de restituer les boîtiers à la sortie de la salle. Et donc, nous devrions maintenant procéder à un vote test. OK. Non. Il faut transférer l'image, je pense. Ouais. Dov'è il PowerPoint? Non c'è un mouse qua, chiudimelo lì. Ok, ragazzi. Donc, nous allons commencer par un vote test. Et la musique, normalement. Voilà. Donc, le vote est ouvert. Et donc, le vote est clos. Et... Ah, il y a que... Donc, nous sommes bien mercredi. Hein. Voilà, donc... Je vous propose donc que nous poursuivions, cette fois-ci, sur les votes réels. Et donc, première résolution, approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2024. Le vote est ouvert. Donc la résolution est approuvée à 98,80%. Deuxième résolution, approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2024. Le vote est ouvert. Donc la résolution numéro 2 est approuvée à 98,80%. Résolution numéro 3, affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024. Le vote est ouvert. La résolution numéro 3 est approuvée à 98,77%. Quatrième résolution, approbation des conventions visées aux articles L225, 38 et suivants du Code du commerce. Le vote est ouvert.
La résolution numéro 4 est approuvée à 86,78%. Résolution numéro 5, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christine Edoui. Le vote est ouvert. La résolution numéro 5 est approuvée à 90,38%. Félicitations Christine. Sixième résolution, nomination de Monsieur Emmanuel Mouchou, représentant Shiny Capital en qualité de censeur. Le vote est ouvert. La résolution numéro 6 est approuvée à 81,96%. Donc, félicitations également Emmanuel. Welcome on board. Résolution numéro 7. Approbation des informations sur la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par le paragraphe 1 de l'article L2210-9 du Code du commerce pour l'exercice 2023-2024. Le vote est ouvert. La résolution numéro 7 est approuvée à 90,74%. Résolution numéro 8, approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024 ou attribués au titre du dit exercice au président du conseil d'administration, M. Pierre Cesarini. Le vote est ouvert. La résolution numéro 8 est rejetée à 88,74%. Résolution numéro 9. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024 ou attribués au titre du dit exercice au président du conseil d'administration, M. Marc Goldberg. Le vote est ouvert. La résolution numéro 9 est approuvée à 94,83%. Résolution numéro 10. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024 ou attribués au titre du dit exercice au président du conseil d'administration, M. Francis Meston. Le vote est ouvert. La résolution numéro 10 est approuvée à 82,06%. Résolution numéro 11. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024 ou attribués au titre du dit exercice au directeur général délégué, M. Xavier Rojo. Le vote est ouvert. La résolution numéro 11 est approuvée à 87,47%. Résolution numéro 12. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024 ou attribués au titre du dit exercice du directeur général, M. Pierre Cesarini. Le vote est ouvert. La résolution numéro 12 est rejetée à 94,84%. Résolution numéro 13. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale, les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024 ou attribués au titre du dit exercice au directeur général, M. Éric Garot. Le vote est ouvert. La
résolution numéro 13 est approuvée à 85,59%. Résolution numéro 14. Approbation de la politique de rémunération du directeur général pour l'exercice 2024-2025. Le vote est ouvert. La résolution numéro 14 est approuvée à 83,95%. Résolution numéro 15. Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration pour l'exercice 2024-2025. Le vote est ouvert. La résolution numéro 15 est approuvée à 91,27%. Résolution numéro 16. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la société pour l'exercice 2024-2025. Le vote est ouvert. La résolution numéro 16 est approuvée à 85,52%. 17e résolution. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2024-2025. Le vote est ouvert. La résolution numéro 17 est approuvée à 86,56%. 18e résolution. Autorisation à donner au conseil d'administration en vue du rachat par la société de ses propres actions. Le vote est ouvert. La 18e résolution est approuvée à 88,94%. Donc, résolution de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire. Résolution numéro 19. Délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions autodétenues. Le vote est ouvert. La résolution numéro 19 est approuvée à 95,42%. 20e résolution. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions de performance au bénéfice des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société et des sociétés françaises et étrangères qui lui sont liées au sens de l'article L225-197-2 du Code de commerce ou de certaines catégories emportant renonciation des actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription. Le vote est ouvert. La 20e résolution est approuvée à 89,46%. 21e résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes. Le vote est ouvert. La résolution numéro 21 est approuvée à 83,40%. Résolution numéro 22. Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservé aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers. Le vote est ouvert.
La résolution numéro 22 est rejetée à 70,43%. Résolution numéro 23, modification de l'article 18 des statuts de la société à l'effet de limiter à 4 années la durée des fonctions des censeurs. Le vote est ouvert. La résolution numéro 23 est approuvée à 98,55%. Résolution numéro 24, modification de l'article 15 des statuts de la société à l'effet de permettre l'arrêt des comptes annuels, des comptes consolidés et l'établissement du rapport de gestion par tout moyen de télécommunication et télétransmission. Le vote est ouvert. La 24e résolution est approuvée à 98,52%. De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire, résolution numéro 25, constatation de l'expiration du non-renouvellement du mandat de Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, de 6 exercices. Le vote est ouvert. La résolution numéro 25 est approuvée à 97,84%. Résolution numéro 26, constatation de l'expiration et du non-renouvellement du mandat des commissaires aux comptes suppléants. Le vote est ouvert. La résolution numéro 26 est approuvée à 99%. Et pour conclure, la résolution numéro 27, pouvoir pour les formalités. Le vote est ouvert. La résolution numéro 27 est approuvée à 98,93%. Donc le vote est terminé. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre présence à cette assemblée. Je vous remercie également de la qualité de nos échanges. Cette assemblée générale est maintenant terminée. Bon retour chez vous et à bientôt. Et nous restons tous naturellement à votre disposition. À très bientôt.